Alors Diversicum est une ASBL que j'ai fondée il y a 5 ans qui facilite l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, mais en tout cas vers l'entreprise ordinaire. Donc pour cela, nous menons 4 activités. La première, c'est le job coaching des chercheurs d'emploi en situation de handicap qui frappent à notre porte. La deuxième, c'est le conseil aux entreprises qui souhaitent en faire plus et mieux en matière d'ouverture au handicap, mais qui ne savent pas trop par quel bout le prendre. La troisième activité, c'est le matching, c'est créer les liens entre nos candidats et notre réseau d'entreprises pour que ça se traduise dans des stages, des contrats. Et enfin, quand il nous reste un peu de temps, la quatrième activité, c'est parler des bonnes pratiques pour qu'elles servent à d'autres. La situation des personnes porteuses de handicap invisibles, en particulier des troubles cognitifs ou de l'autisme, de handicap mental léger, évolue aujourd'hui dans notre société. On a de quoi se réjouir que leur situation est analysée, étudiée, pour toujours trouver les aménagements et les formules les plus adéquates. On doit pourtant encore être attentif parce que des mentalités doivent évoluer également à plus large spectre au niveau des entreprises, évidemment, mais encore avant ça au niveau des écoles, des centres de formation. Ce qui peut être fait au niveau des centres de formation et des entreprises par la suite pour les aider à intégrer correctement le handicap mentionné, certainement c'est de leur offrir d'une part un socle de connaissances suffisante pour établir une zone de confort à ce niveau-là, et ensuite leur proposer un accompagnement sur mesure en fonction des situations de recrutement auxquelles ils vont être confrontés, pour qu'ils se sentent vraiment soutenus, conseillés, et qu'ils se donnent les moyens en fait, de réussir cette inclusion. Ce que nous pourrions encore améliorer pour les aider, les centres de formation et les entreprises, c'est de les sensibiliser plus largement aux compétences, à ce que nous avons coutume d'appeler le plus handicap des personnes qui sont porteuses de handicap, quel qu'il soit, et c'est leur donner confiance dans leur propre capacité à accueillir ce handicap tout en répondant aux contraintes et aux nécessités de l'entreprise. Donc à ce point de vue-là, je pense qu'un travail de sensibilisation, de partage de pratiques et de formation peut être mené au bénéfice de tous. Alors s'il fallait donner des exemples d'aménagements concrets mis en place pour encourager et faciliter l'intégration de personnes porteuses de handicap en entreprise, on pourrait évoquer certainement l'opportunité que représentent les contrats d'adaptation professionnelle qui donnent et à l'employeur et aux travailleurs l'occasion de se tester ensemble dans une période dite d'adaptation, de formation. Et cette période va réellement servir à créer une collaboration juste, adaptée, sur mesure, avant d'éventuellement décider d'un contrat ordinaire. Un autre exemple, certainement, c'est le principe du mentoring en interne. C'est la désignation d'une personne au sein de l'entreprise qui va être responsabilisée pour accompagner, superviser la personne. C'est un principe qui pourrait être d'application pour chaque nouvel employeur, mais il est vraiment intéressant dans le cadre de l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Certainement, la question de l'expression du besoin est très importante. Donc là, il s'agit d'une part d'apprendre à la personne handicapée de formuler ce besoin, non pas en termes de problème, mais en termes de solution, et à l'employeur de le considérer et de le partager avec le plus grand nombre, avec les collègues et les interlocuteurs du travailleur. Donc il y a un travail de préparation collective qui est pour moi essentiel et qui se traduit dans un aménagement parce que ça demande un temps, certainement, collectif avec les collègues. Et dans beaucoup de cas, on se rend compte du facteur de succès que ça représente pour réussir l'intégration. Un dernier exemple que je voudrais donner, c'est le suivi. Je crois qu'il importe, prenons l'exemple pour des personnes autistes dont on sait que le facteur relationnel peut être plus compliqué, il importe d'organiser un suivi pendant l'intégration. En l'occurrence, pour Diversicum, nous veillons à organiser des réunions de progression pour nos candidats
à intervalles réguliers et selon le besoin. On veille en tout cas à ce que des petits problèmes éventuels rencontrés en cours d'intégration puissent être partagés pour en chercher les solutions avant que le problème ne devienne trop grand. Prenons quelques exemples concrets. Le premier qui me vient, c'est l'exemple d'une jeune fille atteinte de différents troubles cognitifs, dont un important qui est la dyspraxie. Et elle a un rêve, c'est de devenir auxiliaire de l'enfance. Alors, dans ces différents stages qu'on a pu faciliter pour elle, nous avons pris le temps de l'accompagner en entretien et de faire part des besoins spécifiques, des mesures qui devraient être prises. Par exemple, dans un stage en crèche qu'elle a pu mener avant de commencer sa formation d'auxiliaire de l'enfance, il a fallu vérifier jusqu'à quel point sa dyspraxie allait être éventuellement représenter un risque pour les enfants. Et donc, on a convenu dès le départ qu'elle n'allait pas changer les enfants qui sont mis à hauteur et qui sont donc dans une situation un peu risquée. Par contre, elle allait certainement avoir une valeur ajoutée dans l'accompagnement, le récit d'histoire, les jeux au sol, la préparation des repas. Et donc, tout ce qui était considéré comme trop risqué ne lui était pas confié. Donc, il y avait une réorganisation dans l'équipe qui s'est faite en très bonne intelligence pour qu'elle puisse quand même découvrir ce métier et ensuite décider de se lancer pour avoir la qualification professionnelle et accéder au métier. Un deuxième exemple qui me vient est celui d'un jeune autiste mathématicien que nous avons pu accompagner dans son démarrage professionnel. Il a fallu prendre le temps pour lui de rencontrer les collègues pour leur expliquer ce qu'est l'autisme et en particulier quel est l'autisme du jeune qui allait les rejoindre. Mais au-delà des collègues, il fallait aussi sensibiliser les autres jeunes de sa promotion, on dirait d'entrée, avec qui il allait suivre des formations en interne, et également les formateurs de cette entreprise qui proposent un cycle vraiment de compétences, de leadership pour aménager ce programme de formation aux capacités réelles du jeune. Et aujourd'hui, nous retournons régulièrement pour refaire le point et voir si, autant d'un point de vue relationnel que de l'adéquation des tâches, le projet reste en bon alignement par rapport à ce qu'il peut donner et ce qu'il veut donner. Alors, quand un candidat vient frapper à notre porte, nous le recevons d'abord à 2 personnes pendant un long entretien pour évaluer si nous allons être le bon opérateur pour l'aider. Si c'est le cas, nous entamons avec lui un parcours de coaching avec des sessions individuelles, évidemment, mais aussi avec des sessions en groupe qui sont extrêmement bénéfiques, qui les sortent de l'isolement et qui créent un concept de solidarité et d'intelligence collective qui est très très important pour eux. Dès qu'on les sent prêts à commencer un projet professionnel, alors on va chercher les opportunités avec eux. On leur demande de rester pilote de leur avion, mais on vient comme copilote pour ouvrir de portes supplémentaires auprès de nos entreprises partenaires. Et puis, après, une fois qu'une piste se précise, on va faciliter et accompagner le processus sur les différentes questions administratives, les aménagements, la préparation des équipes, la communication en interne, et on organise aussi un plan de suivi, de progression du projet. Aux employeurs qui auraient envie de se lancer dans l'aventure, de créer ce déclic de l'inclusion, je voudrais conseiller de ne surtout pas vouloir aller trop vite, se précipiter, s'autoriser des périodes de tests, de recherche avant de prendre des décisions. Je voudrais leur conseiller aussi de ne pas rester seul, de se faire accompagner pour réussir, sauf si déjà l'expérience est déjà acquise, mais si ce n'est pas le cas, de venir chercher des conseils. Je voudrais leur conseiller d'adapter leurs préjugés, de se laisser surprendre par les capacités réelles et la motivation des personnes qu'ils vont rencontrer. Je voudrais leur conseiller de faire évoluer également, d'adapter leurs habitudes de travail pour justement pouvoir prendre en compte certains aménagements qui pourraient se rendre nécessaires, de croire en ce changement d'habitude parce qu'elles vont peut-être se transformer en réelles opportunités et bénéfices. Je voudrais leur conseiller, surtout dans les cas de handicap invisible, de veiller à ne pas l'oublier, voire le négliger. Il est important parfois de rappeler l'incidence de ce handicap auprès des collègues, dès lors qu'il y a un risque ou relationnel ou opérationnel. Aux jeunes porteurs de handicap qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure professionnelle, je leur dis surtout essayez, tentez. Et avant ça, tâchez d'identifier le plus clairement possible quels sont vos besoins et d'apprendre aussi à les formuler, non plus en termes de problèmes, mais en termes de solutions auprès d'un potentiel employeur.
Je voudrais leur dire « ayez confiance en vous ». Je voudrais leur conseiller de ne pas oublier, surtout si le handicap est invisible, de le rappeler, mais de le faire de manière adéquate, sans entrer dans un scénario de victimisation qui isole. Je voudrais leur conseiller de rechercher leur plus handicap, la force que eux ont déployée spécifiquement du fait de devoir vivre tous les jours avec leur handicap. Il y a une perle que eux seuls ont et il faut que les employeurs puissent en bénéficier. Les plus handicaps, ils sont propres à chaque personne. Et comme nos plus à nous, à chacun, avec ou sans handicap, sont propres à chacun. De manière générale, j'aurais envie de dire qu'on retrouve une motivation vraiment hors norme chez les personnes qui mènent leur combat au quotidien et qui ont envie de réussir ce combat. Il faut les sensibiliser à la question de où se place la victoire. Est-ce que la victoire, c'est obtenir le job ? C'est certainement déjà une victoire. Mais la victoire suivante, c'est de le garder. Et donc c'est là qu'il y a, pour moi, la grande force, c'est d'être conscient de ses limites, de se connaître pour pouvoir, après ça, combiner ses limites avec un projet ajusté sur la durée. Les freins que va rencontrer la personne porteuse de handicap, ils peuvent être nombreux. Donc je vais me contenter de 3. Le premier, c'est un manque de soutien, mais ça se trouve. Le deuxième, c'est un manque de confiance en soi, mais ça se travaille. Et le troisième, c'est la peur de se jeter à l'eau, de quitter la rive, de quitter des allocations. Et ça se discute, ça se réfléchit, ça se prépare avec un entourage et avec des services qui l'accompagnent. Changer nos regards sur les besoins spécifiques, c'est accueillir nos différences pour une société plus forte et solidaire.